Sommes-nous trop cons ou trop connes, nous, les classes populaires, auxquelles j'appartiens, pour sa grandeur Zemmour, qui rejoint Macron dans le mépris des autres Français, de ceux qui l'estiment ne pas lui arriver à la cheville? Ah, je vais développer. Vous savez, je vous ai souvent parlé de l'eugénisme. L'eugénisme, c'est une idéologie qui consacre la supériorité de races par rapport à d'autres ou d'élites par rapport à la piétaille, par rapport à la masse, par rapport à la populace, par rapport aux classes populaires auxquelles j'appartiens. Eh bien voilà, Zemmour rejoint les eugénistes, rejoint Macron. C'est à se demander d'ailleurs si Macron ne va pas demander à Borne de demander à Zemmour de faire partie du nouveau gouvernement. Allez savoir. À l'évidence, après les déclarations de Zemmour, on constate qu'il y a beaucoup de points communs entre lui et Macron. Il y a certainement des affinités de vues. En tout cas, des points de vue convergents lorsqu'il s'agit de rabaisser le peuple, les gens. Tout est possible aujourd'hui. C'est un tel désordre, c'est une telle chienlit à la tête de l'État et sur le plan politique. Donc voilà, Zemmour, nous sommes beaucoup trop cons, nous sommes incultes, nous sommes des idiots, nous n'y entendons rien à rien. C'est l'objet en partie de ma vidéo, avec comme autre sujet un cri d'alerte de la part d'un gendarme qui traduit et qui témoigne du malaise qui traverse ce corps qui appartient aux forces publiques françaises. Celui qui, depuis 15 ou 20 ans, se prenait pour le parangon de l'analyse sociopolitique en France, réécrivant l'histoire à sa façon, notamment la période de Pétain, celui-là qui était effectivement l'agitateur de la polémique sur les plateaux des médias pour faire monter l'audience des émissions consacrées, dédiées à la soi-disant réflexion politique en France, eh bien celui-là que vous connaissez tous, le fameux Zorro qui devait bousculer la classe politique française, vous le savez, a franchi le Rubicon et s'est engagé lui-même dans la bagarre de la présidentielle. Résultat, eh bien, celui que certains voyaient tutoyer le deuxième tour de l'élection présidentielle, rien de moins, a échoué à 7%. Bon, vous direz, c'est pas si mal dans le contexte actuel pour une première candidature, étant lui-même un non-habitué de ce genre de joute, de combat. Il est plus habitué au verbe, à la polémique souvent stérile, qu'au combat politique lui-même. Eh bien, la suite logique de l'élection présidentielle, Zemmour présente des candidats un peu partout en France, des candidats aux élections législatives. Et là, rebelote, la sanction tombe. Elle est dure, elle est cruelle pour celui qui se voyait déjà en haut de l'affiche. C'est une élection dite nationale, mais qui a une forte connotation locale. Oh! Zemmour appartient au microcosme des bavardeurs, des parleurs, des causeurs, des agitateurs, en un mot des aboyeurs parisiens, totalement déconnectés de la réalité du terrain, du territoire. Zemmour n'a obtenu aucun élu. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ces élections législatives ont provoqué non seulement du vent, mais des vagues, et plus que des vagues, une réelle tempête au sein des dirigeants de ce parti. J'en veux pour preuve ce qui se passait à la réunion des cadres de ce parti, réunion dont l'objet était de faire le bilan de ces élections législatives. Et là, eh bien Zemmour s'est montré tel qu'en lui-même, tel que je l'ai toujours décrit, ce qui m'a valu effectivement des commentaires acerbes,
Non, Zemmour n'est pas raciste, n'est pas ostraciste. Souvent, j'ai utilisé ce mot ostraciste. Écoutez bien ce que Zemmour a osé déclarer. Il a affirmé au cours de cette réunion, je le cite, que les classes populaires étaient trop analphabètes, pour qu'ils s'adressent à elles. Ce qui a provoqué l'ire, la colère de Jérôme Rivière, un eurodéputé qui avait rejoint Zemmour au cours de la campagne de l'élection présidentielle. Mais enfin, on connaît Zemmour. Dans mon métier, on connaît parfaitement Zemmour, ce n'est qu'un agitateur. Il a pour lui une qualité, c'est qu'il a la maîtrise du verbe, il a la maîtrise des mots et du langage, il a l'aisance de l'éloquence, il a l'éloquence sur les plateaux qu'il hante. Voilà pourquoi il est dans une certaine forme de lumière. Mais lorsqu'il se confronte à la réalité, eh bien là, tous ces artifices pour masquer sa véritable nature perturbée, il faut le dire, perturbée, quand on est capable de vouloir réécrire l'histoire, surtout l'histoire de l'occupation et l'État pétainiste, qui a été un soutien fervent du nazisme, avec toutes les conséquences dramatiques pour des milliers de gens qui ont perdu la vie dans des camps d'extermination. Quand on ose réécrire l'histoire et faire de Pétain un héros, non, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas passer, ce message passe très 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 mal. Donc voilà, et il réécrit effectivement une espèce de sociologie politique en France, en expliquant que il n'est pas raciste, qu'il est ouvert, mais tout dans ses propos témoigne du contraire, d'une pensée inverse. Cette petite introduction pour recadrer les choses par rapport à ce personnage qui n'est pas un personnage, de mon point de vue, d'humaniste, qui n'est pas du tout fréquentable. Une fois n'est pas coutume, eh bien, une grande, très forte majorité de gens ne s'y sont pas trompés. Entre les strass et les paillettes des plateaux, des médias qui veulent vous faire avaler tous les mensonges les plus grossiers, dans la droite ligne de la propagande goebbelsienne qu'on connaît bien. Plus le mensonge est gros, plus vous devez le diffuser. Zemmour a été de ceux qui ont fait passer, à qui on avait donné mission, ses patrons, les Bolloré, les autres, donné mission de troubler, d'embrouiller la compréhension de la situation politique en France. Eh bien, il n'y est pas parvenu, en tout cas, dans une très faible proportion, puisque lui-même est mis à l'écart. Il est marginal et il y a fort à parier qu'il le reste. Mais enfin, retenez quand même, parce que pour moi, Zemmour n'a pas une grande importance sur la scène politique, il faut le reconnaître. Par contre, ce qui peut être important, c'est l'écho que peuvent avoir ces propos sur un certain nombre de gens perdus, au discernement fragile, et qui vont se réfugier un temps sur des personnages comme celui-là, qui sont, au même titre que Macron, qui sont dangereux, car ils véhiculent des propos qui vont contre l'humanisme, qui vont contre l'altérité, qui vont contre le souci qu'on doit avoir naturellement des autres, qui vont contre, in fine, le bien-être. Donc quand un type comme ça se permet de dire, suscitant la colère d'un de ses proches dans son parti, permet de dire qu'il n'est pas nécessaire, ça n'est pas la peine de s'adresser aux classes populaires parce qu'elles sont trop analphabètes, alors là, je pense que là, il a franchi la ligne rouge. Il est révélateur d'une certaine sous les résurgences du pétainisme dans ce qu'il a de plus sombre, de plus obscur. Vous savez, le pétainisme, c'était quoi? C'était un agglomérat de vieux débris revanchards, à l'exemple de Pétain, de frustrés, de jeunes ambitieux
à l'intellect limité. Voyez, on peut faire le parallèle avec le macronisme, hein, c'est exactement ça le macronisme. Reprenez la genèse du macronisme. Voyez qui s'agglomère, qui s'agglutine autour de Macron. Tous les politicards qui ont échoué, qui nourrissaient des ambitions fortes, atteindre les sommets et qui n'y sont pas parvenus. Donc voyez un peu, c'est ça, c'est ça. Zemmour, à sa façon, dans son petit coin, en tant qu'agitateur, en tant que porte-voix des ultra-riches, parce qu'il faut le dire aussi cela, a eu la même démarche, exactement la même démarche que Macron. Il a profité de son exposition grâce aux médias. Il a profité des médias, de sa notoriété. Voyez, Macron, lui, n'avait pas une notoriété, sauf qu'il avait avec lui les 9 oligarques qui détiennent la quasi-totalité de tous les médias en France. Presse écrite, presse audiovisuelle, ils détiennent tout. Donc en un an, ils en ont fait une vedette. Comme je l'ai expliqué dans une vidéo, vous auriez mis une chèvre, j'ai rien contre les caprins, hein, contre les moutons, quoique les moutons m'agacent un peu actuellement, hein, surtout ceux de Panurge. Bon, mais il suffisait de mettre une chèvre et la chèvre aurait été élue à la place de Macron en 2017. Idem, mais avec plus de difficultés, en 2022, puisqu'en 2022, on soupçonne très fortement qu'il y ait une fraude massive. Donc voilà, le régime de Macron, eh ben c'est pareil, c'est comparable au régime de Pétain. Voilà la raison pour laquelle je ne fais pas de différence. Pétain, pour moi, était un fasciste, hein, qui s'est rallié à un des plus dangereux fascistes de tous les temps, qui s'appelle Hitler. C'est ça, Pétain. Et ben donc Macron, qui a les mêmes comportements que Pétain, n'en déplaise à tous ces pseudo-gens bien pensants, de gauche, humanistes. Non, 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 Macron n'est pas un démocrate, on le saurait. Macron a été parfaitement identifié par un éminent professeur de psychiatrie italien, le professeur Sagatori, hein, qui l'a bien décrit, son portrait psychiatrique, disant c'est un psychopathe, pervers, narcissique, et à ce titre, il est dangereux. Et en 2022, il refait cette analyse en ajoutant une note d'inquiétude supplémentaire en disant non, il n'est pas dangereux, Macron, il est extrêmement dangereux. Dès l'arrivée de Macron en 2017, j'ai montré du doigt les forces publiques. J'ai montré du doigt la gendarmerie, le corps de la gendarmerie, et surtout sa hiérarchie, et la police. Pourquoi? Parce que au moment de l'éclatement des mouvements des Gilets jaunes, eh bien, on a constaté avec horreur, l'extrême violence des ordres donnés aux hommes du rang qui devaient, soi-disant, contenir des manifestations extrêmement dangereuses, insurrectionnelles, alors qu'elles ne l'étaient pas. Et on a vu le résultat, des centaines de mutilés, des éborgnés, des 30 000 blessés en réalité. Tout ça pourquoi? Parce que ces gens s'exprimaient, ne faisaient que faire valoir un droit inscrit dans la Constitution, celui de s'exprimer. Donc quand on a constaté cette extrême violence, qui ne peut être déchaînée que par un psychopathe, eh bien à partir de là, il était clair qu'il était impossible de considérer Macron comme un démocrate, respectueux du jeu démocratique. Et il y en a qui continuent à vouloir s'acoquiner avec lui parce que Macron fait monter les enchères, oui comme cela, parce qu'il croit encore détenir tous les pouvoirs. Et donc, il laisse entendre, y compris aux communistes, qu'il pourrait les prendre au gouvernement, tout en disant « Non, non, moi je ne veux pas un gouvernement d'union nationale ». Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, c'est pas le désordre, c'est le chaos au niveau parlementaire, au niveau des institutions politiques. Bon, je ne sais pas sur quoi ça va déboucher. Madame Borne, qui est une psychorigide avérée, a reçu pour mission de prendre des contacts avec tout le monde pour essayer de constituer un gouvernement. Nous attendons avec un petit sourire sardonique. Pourquoi? Parce que tout ça c'est de l'embrouille, ça ne peut pas déboucher
À partir du moment où vous avez des groupes politiques qui se seront fait une santé, ils n'ont plus envie de sombrer, sachant que s'ils s'acoquinent, s'ils se compromettent avec Macron, eh bien, c'en est fini de leur existence. En attendant, je reviens donc sur le constat qui a été fait de l'extrême violence des forces de l'ordre, à commencer par les policiers, mais également la gendarmerie. Ce qui a créé un trouble et un malaise, et ce qui continue à créer un trouble et un malaise profond au sein de ce corps militaire qui a été placé par une lubie sarkozyste sous l'autorité du ministère de l'Intérieur. Très contestable ministère de l'Intérieur, surtout actuellement. Si j'étais moi militaire et que l'on m'oblige à obéir à un ministre qui est sous le coup d'une enquête judiciaire parce que une ou deux femmes l'accusent de viol, eh bien, je rechignerai à la tâche. Je me mettrai en arrêt maladie. Par exemple. Donc, je vous invite à écouter ce témoignage d'un gendarme. Il exprime ce profond malaise des gendarmes par rapport à leur hiérarchie, par rapport aux ordres donnés. En son temps, j'avais publié une vidéo extrêmement sévère rappelant à leur devoir ces forces publiques qui sont là pour protéger les citoyens et non pas obéir à des ordres insensés autant qu'illégaux qui bafouent nos règles institutionnelles, des ordres insensés et illégaux donnés par des dirigeants factieux, usurpateurs. Cette vidéo avait connu un très grand succès à l'époque, plus de 80 000, peut-être 100 000 aujourd'hui, visionnages. Pourquoi? Parce que j'avais rappelé, article par article, le code de déontologie de la police et de la gendarmerie nationale. Et selon ce code de déontologie, il est rappelé un certain nombre de devoirs et de comportements, de respect par rapport à tout citoyen. Et comme l'explique ce gendarme qui traduit son malaise, quand on emploie des gens, quand on emploie la force publique contre des gens qui ne représentent aucun danger et qu'on néglige, au contraire, de s'attaquer à la véritable délinquance qui gangrène un certain nombre de villes, de cités, alors on faillit à la mission qui nous est donnée par la Constitution française. Voilà. Écoutez ce témoignage poignant de ce gendarme. Il y a un énorme problème, c'est la peur. Et malheureusement, la peur, c'est un sentiment naturel, hein, tout le monde peut avoir peur, moi-même ça m'arrive, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais le fait que les gens aient peur, par toute cette intimidation, cette pression, ce chantage, les gens ont du mal à se parler entre eux, et donc on évite certains sujets. C'est comme ça que ça se passe. Les gens se retrouvent plutôt sur les réseaux, en fait, sur Internet, parce qu'il y a l'avantage de l'anonymat. Donc les gens se retrouvent sur les réseaux, discutent, et puis parfois ils finissent par un petit peu se faire confiance, et puis ils apprennent que finalement, bah tiens, ah toi t'es pas si loin de moi que ça. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Mais dans les brigades, il y a vraiment, c'est d'ailleurs fou, hein, il y a des collègues qui viennent la boule au ventre faire leur métier. Enfin, c'est quand même un sacré problème parce qu'en fait, on peut pas exercer un métier comme le nôtre, si on vient tous les jours la boule au ventre, il faut qu'on soit serein, il faut qu'on soit paisible pour effectuer nos missions. On a quand même une arme avec nous, on a quand même, on va dire, la violence légitime qu'on nous accorde. Donc, on peut difficilement effectuer nos missions si tous les jours, effectivement, on vient la boule au ventre. Mais je peux pas généraliser à tous les collègues, hein. Il y a plusieurs profils au sein de la profession, hein. Je vais pas. Il y a des gens qui sont très conscients. Il y a des gens qui sont conscients mais qui font un petit peu la politique de l'autruche, c'est-à-dire qu'ils veulent pas trop voir, qui préfèrent faire comme si tout ça n'existait pas parce qu'ils ont peur des représailles. Et puis vous avez d'autres profils, malheureusement ça je le déplore, mais ça existe, il faut aussi en parler, qui fonctionnent
on va dire pratiquement comme des complices, avec beaucoup de zèle, et puis qui font beaucoup de tort à notre profession aussi. Hein. Ça, je le regrette vraiment. C'est qu'on a vraiment des collègues qui font ça avec beaucoup de sérieux et beaucoup d'application et puis c'est bien dommage parce que à côté de ça, je le répète, il y a une vraie délinquance, il y a une vraie criminalité qui elle mérite d'être punie et qui est très tranquille et qui opère très tranquillement, qui vole des voitures, qui cambriole des appartements, des maisons, qui agresse des retraités chez eux, qui violent, qui escroquent les citoyens. Et ces gens-là, euh, moi je l'ai vécu tout ça, je veux dire, donc opèrent je vais pas dire en toute impunité, mais ils ont des dossiers plus longs que mon bras, ils ont des condamnations, des dizaines de condamnations, sans jamais voir l'ombre d'un barreau de prison, parce qu'en France, la magie, c'est qu'on a tout un éventail de peines alternatives qui fait que avant qu'un délinquant aille en prison, il faut vraiment qu'il l'ait cherché. Mais ce que je vous dis là, c'est vrai pour une partie de la population, parce qu'une autre partie de la population, les gilets jaunes, les convois de la liberté, les soignants qui ont manifesté pendant un an, j'en oublie d'autres, ceux qui ont manifesté contre le pass sanitaire puis le pass vaccinal, tous ces gens-là, par contre, n'ont pas subi la même clémence. La même clémence que la délinquance, quoi. C'est-à-dire que eux, comme ils remettaient en cause directement comment dirais-je, les ordres illégitimes ou illégaux de nos gouvernants, ils étaient une menace pour le pouvoir. Donc, comme ils étaient une menace pour le pouvoir, eh bien, ils étaient un mauvais exemple pour les citoyens. Donc, eux, il y avait carte blanche pour les réprimer. D'ailleurs, je ne sais plus quel journal a sorti récemment des ordres qui avaient été donnés. Ils ont eu accès à des conversations à la préfecture de police de Paris où on entendait très clairement qu'il fallait défoncer, pardonnez-moi le langage, hein, mais qu'il fallait défoncer les gilets jaunes, quoi. Voilà. Donc c'était très clair que cette répression n'est pas là parce que les gens le méritent. Elle est là uniquement pour faire rentrer les gens chez eux et qu'ils ne reviennent pas. Donc je comprends hein, que mes collègues aient peur, mais il faut qu'ils se disent que dans l'avenir, notre profession, elle est menacée, quoi, hein, clairement. Et s'ils veulent continuer là-dedans, il va falloir à un moment donné aussi qu'ils prennent leur courage à deux mains. Je veux pas donner de leçons de morale. Je sais que c'est difficile, mais on peut faire de la résistance passive en n'allant pas verbaliser les gens. On peut faire de la résistance passive en se mettant en arrêt maladie si on n'en peut plus. Enfin, il y a des solutions où on rentre pas en conflit direct avec la hiérarchie, mais il existe des solutions. Et ça, il va bien falloir y penser parce que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui en France, la destruction du service public, la destruction de l'hôpital public, la destruction de l'école publique. Pourquoi Parce que forcément, ils vendent tout ça au fur et à mesure à leurs copains du privé, qui financent leur campagne. Enfin, tout ça s'entremêle en fait, hein, tout ça s'entrecroise. Si on prend pas conscience de ça, c'est notre profession qui est menacée vraiment dans son ensemble. Donc il faut vraiment en prendre conscience, quoi. Bon vent. Bon vent à tous. Prenez soin de vous, portez-vous bien et continuez à cultiver le bien-être. Bon vent à tous.